Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. Décentralisation, le pied sur l'accélérateur avec l'arrivée des Public Independent Conciliators, l'instance qui s'inscrit dans le statut spécial accordé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest porte deux noms dont les portraits vous seront brossés dans ce journal. Qu'en 2021 au Cameroun, une couverture médiatique qui sera à la hauteur de l'événement et une retransmission en haute définition. Le ministre de la Communication est allé vérifier le confort des outils de travail des hommes et femmes de médias. Et puis des projets de loi en examen dans les chambres hautes et basses du Parlement. Les commissions sont à pied d'œuvre et des membres du gouvernement défendent les dix textes. On en parle dans le 20h30. C'était les titres, les détails. C'est dans un instant. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. De nouveaux visages dans la team de la médiation et de la réconciliation. Les tout premiers Public Independent Conciliators pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont été nommés hier par le président de la République. L'une a longtemps nourri les matières grises des tout-petits, l'autre brûle de connaissances sur le pétrole. Dorothy Atabong, épouse Motazé, et Simon Tamfo Faye, deux personnalités au profil distinct, mais au destin professionnel similaire. Portrait croisé de ces pionniers avec Aboubakar Abo. Ce sont les jumeaux de la prophétie, nés du grand dialogue national, destinés à ramener la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Dans le Sud-Ouest, justement, c'est une chevalière de la Craie, baptisée d'un nom que reconnaît le Lébialem. Téléleng Dorothy Atabong épouse Motazé, 61 ans. Son âme brûle pour l'enseignement et à cette voie, elle dévoue sa vie. Les classes, elle les fait tout en commençant par la base. Institutrice puis enseignante des Aignièges pour ensuite parachever son œuvre d'abord dans le fauteuil de sous-directeur des affaires générales de l'éducation de base, ensuite dans celui de délégué régional. Elle n'aura eu de répit que quelques mois, car l'appel du devoir et de la nation la tirera d'une retraite bien méritée pour une autre mission, celle des Public Independent Conciliators auprès de la région du Sud-Ouest. Son voisin du Nord-Ouest se délectait lui aussi d'un repos largement mérité, tant Simon Faye, qui voit le jour à Takou dans le Dogamangtoun. Mais très vite va se sentir pousser des ailes. Le vent le poussera justement vers le Nigeria voisin où il se couvre d'or noir. Oui, car le retour au pays natal se fait nanti d'un diplôme en géologie pétrolière. Ses services sont mis à disposition de la SNH où il évolue comme directeur de l'exploitation jusqu'en 2017. À tous les deux, c'est un peu plus de 30 ans à aimer et à servir un pays à qui ils ont tout donné. À l'appel de la sauvegarde des idéaux de la République, ils ont répondu oui. Ainsi entrent-ils dans l'histoire. De quel côté se placeront-ils? C'est à leurs actes qu'ils seront jugés. Maintenant que les deux Public Independent Conciliators pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont connus, il va désormais s'agir de donner un contenu concret à la mise en œuvre du statut spécial accordé aux deux régions. Ceci va être leur priorité. Et les dispositions contenues dans le Code général des collectivités territoriales décentralisées sont claires sur leurs attributions. Agnès Solange-Abessolo. Le Public Independent Conciliator est une autorité indépendante ayant une compétence régionale. Il ne reçoit aucune instruction et n'en sollicite pas. Toutefois, il examine et règle à l'amiable les litiges opposant les usagers à l'administration régionale et communale. Par ailleurs, le Public Independent Conciliator doit défendre et protéger les droits et libertés dans le cadre des relations entre citoyens et la région ou les communes de la région qui a son siège. Le Public Independent Conciliator de la région du Nord-Ouest a son siège à Bamenda, département de la Mézam. Celui du Sud-Ouest a son siège à Boya, département du Fakou.
Ces personnalités peuvent en outre proposer au président de la République des modifications législatives et réglementaires en vue de l'amélioration de la qualité des services régionaux et communaux. Le Public Independent Conciliator est nommé par décret présidentiel pour un mandat de 6 ans non renouvelable. Et la toute première Public Independent Conciliator de la région du Sud-Ouest entend travailler en synergie avec toutes les parties prenantes afin de mener à bien sa mission. La nomination de Dorothy Atabon, épouse Motazé, par le chef de l'État hier est accueillie avec optimisme à Buea et dans le reste de la région. Voici le reportage de Stéphane Tala. Avec ses proches, la toute première Public Independent Conciliator de la région du Sud-Ouest, Dorothy Atabon Motazé, glorifie l'Éternel pour sa désignation par le chef de l'État. Elle entend donner le meilleur d'elle-même afin d'être à la hauteur de toutes les attentes. Je remercie son Excellence, le président de la République, M. Paul Biya, pour la confiance. Je vais travailler en synergie avec eux, et la conseil régional, et les chefs traditionnels et la société civique et toutes les communautés. Au siège de l'Assemblée régionale, l'acte du président de la République est accueilli avec optimisme. C'est dans l'achèvement des processus de décentralisation et le spécial status qui est octroyé pour les zones anglophones. Parce que c'est ça qui nous impressionne beaucoup. Madame Motazé, elle est très franche, elle est pointue, n'est-ce pas, dans son analyse des choses et sa compréhension aussi des choses. Les observateurs avertis s'accordent à dire que la désignation du Public Independent Conciliator, qui arrive peu après l'adoption du budget de l'Assemblée régionale, marque une assurance de plus dans la mise en œuvre de la décentralisation. Au Parlement, le Sénat a reçu cet après-midi 2 projets de loi en provenance de la présidence de la République. L'un régit l'accès aux ressources génétiques et l'autre porte organisation et promotion du volontariat au Cameroun. 2 textes présentés aux sénateurs au cours d'une plénière présidée par Marcel Nyat-Ndifendi, le président du Sénat. Les détails avec Mathieu Kemgo. Au centre du premier projet de loi reçu cet après-midi au Sénat, la protection et la valorisation des ressources génétiques nationales. L'objectif du gouvernement est de faire des dites ressources un facteur important de développement et de partage des retombées financières issues de leur exploitation. L'on espère par exemple l'amélioration des conditions de vie des populations autochtones. Le président du Sénat a confié ce texte à la Commission de la production et des échanges. Il sera défendu par le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable. Le deuxième texte porte organisation et promotion du volontariat au Cameroun. Selon le gouvernement, le volontariat est un levier indispensable dans le processus de construction d'une nation. C'est pourquoi il souhaite, à travers ce projet de loi, mieux encadrer cette pratique profondément ancrée dans les habitudes des Camerounais. Par ce texte, le président de la République veut arrimer le Cameroun à l'une des résolutions prises lors de la 80e session plénière de l'Assemblée générale des Nations unies, tenue en décembre 2015, résolution qui demande aux États d'intégrer le volontariat aux activités axées sur la paix et le développement. Ce texte, confié à la Commission de l'éducation, de la formation professionnelle et de la jeunesse, sera défendu par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Examen des projets de loi devant les commissions de l'Assemblée nationale. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, a défendu l'ordonnance présidentielle modifiant et complétant certaines dispositions de la loi des finances 2020. 2 autres projets ont été également défendus respectivement par le ministre de l'Économie et le ministre des Relations extérieures. Plus de détails avec Pulchériaté. L'ordonnance présidentielle signée le 26 mai dernier ne vient en rien alourdir la dette du Cameroun. Elle permet tout simplement de faciliter la procédure de paiement. Tels sont les éclairages apportés par le ministre des Finances au commissaire de la Commission des Finances et du Budget de l'Assemblée nationale. Le gouvernement voudrait lancer d'ici quelques jours une opération dans les marchés de capitaux. Il s'agit de racheter une dette. Mais pour le faire, il fallait que l'ordonnance, que le chef de l'État nous permette de le faire. Autre
Autre texte en examen, celui défendu par le ministre de l'Économie devant la Commission des Affaires étrangères. Il s'agit du projet de loi relatif à l'accord de partenariat économique avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Nous avons à définir un nouveau cadre de coopération. Toujours devant la Commission des Affaires étrangères, le ministre des Relations extérieures a défendu le projet de loi relatif à la suppression réciproque de l'obligation de visa entre le Cameroun et la Suisse. Ce n'est pas seulement le problème de signer un accord pour l'exemption de visa sur les passeports diplomatiques ou de services, mais c'est de renforcer notre coopération dans tous les domaines multisectoriels. D'autres projets de loi seront déposés demain au cours d'une séance plénière. Le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire et une société australienne ont signé ce vendredi un protocole d'accord pour la réalisation d'études techniques dans le cadre du projet de développement d'industries vertes durables au Cameroun. La cérémonie a eu lieu dans la salle des conseils de l'immeuble Étoile devant le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Gouté. Le compte rendu de Laurentine Bukono. La société australienne Fortecus développe et finance l'énergie renouvelable pour l'industrie verte, son secteur d'activité de prédilection. Objectif, créer dans le monde une nouvelle technologie avec zéro émission de carbone. Au Cameroun, le partenaire australien a déjà identifié les secteurs susceptibles d'intérêt. Il s'agit des installations hydroélectriques, des lignes de transmission d'électricité, des pipelines de gaz ou de liquide, des installations de transformation et de fabrication industrielle, des aéroports et pistes d'atterrissage, du rail et des infrastructures d'appui, des ports et des installations d'exportation. Dans la liste restreinte déjà établie, le Cameroun apparaît comme un candidat de premier plan sur les 46 pays étudiés. Investir massivement dans le pays, créer des opportunités économiques grâce à la formation et à l'emploi, diversifier, élargir et renforcer les compétences de la main-d'œuvre camerounaise, développer à grande échelle une industrie verte à valeur ajoutée au Cameroun. Telles pourraient être les retombées de ce partenariat stratégique à l'heure où les industries du monde se mettent au vert. Un forum diplomatique est en vue la semaine prochaine en Turquie. Le Cameroun y sera présent à travers le ministre des Relations extérieures. Le sujet était au centre de l'audience que son Excellence Mbela Mbela a accordé ce vendredi à l'ambassadeur de Turquie au Cameroun. Les détails avec Séverin Alégambeli. 20 juin 2021, pour la première fois, le ministère turc des Affaires étrangères organise en présentiel le forum diplomatique qui se veut un cadre d'échange annuel sur les relations internationales. Le ministre des Relations extérieures, son Excellence Mbela Mbela, est invité à ce forum. Les modalités pratiques de sa participation, de la participation du Cameroun, ont meublé l'audience de cette fin de matinée dans son cabinet. C'est un forum qui est similaire au Forum économique mondial de Davos, qui va être organisé chaque année pour que les autres représentants des pays puissent se réunir et discuter des questions régionales et internationales. Au-delà de la coopération multilatérale, on peut imaginer que le Cameroun et la Turquie mettront à profit cette occasion pour revisiter les axes majeurs de la relation d'intérêt qui les lie intimement depuis des années. Coupe d'Afrique des Nations, Cameroun 2021. Le ministre de la Communication évalue l'état des infrastructures dédiées à la communication dans la ville de Yaoundé. René Emmanuel Sadi est allé s'enquérir du confort des sites et des équipements de travail des médias nationaux et internationaux accrédités pour cet événement. Dans ce tour qu'il a conduit à Olembe, en Fandena et à la CRTV, le ministre de la Communication était accompagné du directeur général de la CRTV. Dans leur suite, notre reporter Oswald de Moudon. Des infrastructures dédiées à la CAN 2021, le stade d'Olembe retient toutes les attentions. Ce vendredi, le site s'est ouvert au patron de la communication. 60 minutes chrono pour visiter les installations liées à son département ministériel, réparties sur 2 étages de l'impressionnant complexe.
Les explications des entrepreneurs s'ajoutent au visuel et finissent par rassurer et impressionner. Nous avons vu toute la zone média, les postes commentateurs dans les tribunes pour lesquels le mobilier est déjà installé. Tous les réseaux sont déjà passés. Reste à installer maintenant les équipements définitifs qui forcément attendront avant d'être installés. Les studios sont déjà prêts, l'enveloppe est prête. Il reste uniquement à installer le mobilier, la salle de conférence. Nous n'avons plus à la montrer, elle est déjà prête depuis plusieurs mois. Reste maintenant le pré-câblage broadcast qui démarrera à partir de fin de semaine prochaine. Soyez sans crainte pour le mois d'août, on sera capable d'accueillir un match international. Seconde halte, le stade Omnisport. Les installations de communication du site ont fait un tour de chauffe plus que concluant lors du CHAN. Position commentateur et autres salles de presse se dévoilent aux yeux du ministre de la Communication. La CRTV occupe une place de choix dans le volet communication de la compétition. Les 2 dernières étapes de la descente sur le terrain lui sont consacrées. Aussi, le ministre a-t-il exploré les sites et les chantiers de la maison de la radio et du centre de production de Mbala 2. Le satisfecit est général et l'optimisme de mise sur chacun des chantiers. Les assurances sont telles que dans les prochaines semaines, le volet communication de la CAN sera opérationnel sur tous les sites. À la fin de cette visite sur le terrain, le ministre de la Communication s'est dit satisfait de l'évolution des chantiers liés à la CAN Total 2021. Le ministre de la Communication que je vous propose d'écouter ici au micro de Oswald Moudon. J'ai décidé de faire la reconnaissance de toutes les installations qui ont trait à la communication, qui ont trait à la retransmission de tous les événements sportifs que nous attendons. Évidemment, je suis accompagné dans cette visite du directeur général de la CRTV. Nous avons dû donc aller reconnaître tous les équipements qui ont été mis en place à ce jour. Et bien sûr, avec le concours des différentes sociétés qui ont été retenues pour l'exécution des différents marchés ayant trait à la couverture médiatique des événements sportifs que nous attendons. Alors j'ai commencé par le stade Olembe, qui est un très grand stade. Ensuite, nous sommes allés au stade de Fandena, au stade Omnisport. Je suis également allé à la radio, visiter le Centre international de retransmission, IBC, et nous terminons cette visite avec mon passage à Mbala 2, à la CRTV, où j'ai également été visiter des équipements qui serviront à l'exécution de cette énorme tâche qui est la nôtre, celle d'assurer la retransmission de l'événement sportif que nous attendons. Je dois dire d'emblée que j'ai été impressionné et quasiment satisfait par ce que j'ai pu voir personnellement. Si je commençais par le stade Olembe, dont on parle tellement, sur lequel on entend beaucoup de choses, des gens qui sans doute n'ont jamais mis les pieds au stade Olembe et qui en parlent de façon négative. Je dois dire que nous avons là quelque chose d'impressionnant. Et s'agissant des installations qui ont trait à la communication, la couverture médiatique, la retransmission des événements, je dois dire que nous devons être rassurés. Tout évolue dans le bon sens et j'ai rencontré les responsables du stade, la société Magil. J'ai également eu à me faire accompagner du responsable de la société Optimum qui est en charge de l'exécution du marché et entrée à la communication. Je rentre rassuré. On a vu ce qui se fait, des installations qui sont très avancées. Et j'ai eu des assurances de la part aussi bien du responsable de Magil que du responsable de la société Optimum quant à l'achèvement de l'ensemble des installations d'ici à quelques semaines, d'ici à 2 mois. Donc les assurances que nous avons eues nous confortent
dans le sentiment que le stade Olembe sera prêt dans les délais à accueillir le grand événement que nous attendons. Et ceci doit pouvoir dissiper toutes sortes de conjonctures que nous entendons, s'agissant de ce stade. Les installations connexes également sont là. On a vu le centre commercial, l'hôtel également est en chantier. Des assurances nous ont été données que tout ceci sera prêt d'ici au mois de septembre, octobre, novembre. Donc je dois dire que s'agissant du stade Olembe, qui fait couler beaucoup d'encre, nous devons être rassurés et surtout fiers de ce que le chef de l'État a décidé d'entreprendre, de doter le Cameroun d'un stade de cette envergure. Je crois qu'il faut y aller pour voir ce que c'est. De loin, on n'en a pas une idée claire, il faut y aller. Et ceci nous permet à chaque fois de rendre un hommage vibrant au président de la République qui aura, par sa volonté politique, décidé de construire ce stade, non seulement pour le présent, mais également pour l'avenir. Alors j'ai aussi visité le stade Omnisport, Amadou Ahidjo, les installations qui nous concernent, et entrer à la communication, la retransmission des événements, là aussi, je pense que tout est prêt. J'ai vu les salles de conférence, les salles de presse, les salles de visio-assistance, etc., la VAR, les salles de commentateurs. Je pense que tout est prêt dans ce stade et on peut s'en féliciter. J'ai été à la radio où nous sommes en train de mettre en place l'IBC, IBC, International Broadcast Center, en français le Centre international de la retransmission. Et là aussi, la société est à pied d'œuvre. Et j'ai eu des assurances que dans les semaines ou les 2 mois qui viennent, nous pourrons déjà avoir une salle de conférence. À l'endroit qui a été retenu, nous aurons également tous les équipements nécessaires au rez-de-chaussée de la maison de radio où évidemment tous les journalistes pourront aller et avoir là les commodités qui leur permettront de faire leur travail de retransmission des événements sportifs. Donc, après la radio, je suis à la CRTV où j'ai visité également les équipements appropriés de la CRTV. Je dois dire d'une manière générale, pour me résumer, que ma visite m'aura permis d'être rassuré et profiter de l'occasion pour rassurer nos concitoyens, nos compatriotes, s'agissant notamment des dispositions qui ont été prises pour la retransmission des matchs de la CAN, au plan de la communication, au plan de la couverture médiatique. Les assurances sont là, tout sera prêt en temps opportun. Donc dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, je pense que on pourra être satisfait de ce qui a été fait. Les dispositions sont prises. Le directeur général qui m'a accompagné a conscience de la nécessité que nous ayons une diffusion en HD. Pour le commun du public, c'est quoi HD? C'est la qualité de l'image. Nous devons avoir une qualité d'image qui soit compétitive, à la hauteur de ce qui se fait dans les plus grandes télévisions. Et à ce niveau également, les dispositions sont prises ou le seront par le directeur général pour que très bientôt on puisse avoir des images en HD. Allons dans la région de l'Est où le ministre de l'administration territoriale Paula Tangandji poursuit la mission humanitaire instruite par le président Paul Biya au profit des réfugiés centrafricains. Ce vendredi, Paula Tangandji s'est rendu à Kenzo pour remettre des denrées alimentaires et du matériel de couchage à une vague de 400 réfugiés enregistrés il y a 7 mois. Les détails avec l'envoyé spécial de la CRTV à l'Est, Augustin Guizana. Kenzo, au cœur de la KDI, région de l'Est, est situé au nord-est de la République centrafricaine.
La localité est présentée comme la seule municipalité en Afrique centrale où le nombre des réfugiés est supérieur à celui des populations hautes. Les données du HCR en 2017 font état de ce que la localité compte 32 000 réfugiés contre 28 000 populations d'accueil. Les infrastructures qui étaient dédiées se sont trouvées insuffisantes et ou surpeuplées. L'hospitalité légendaire des populations, rehaussée par les actions du président de la République Paul Biya, a permis à ce jour aux réfugiés centrafricains d'avoir un séjour sécurisé, d'avoir un libre accès à l'éducation, de mener des activités agro-pastorales. Ces gens-là qui sont dans une situation de détresse nous ont mandaté de transmettre leurs profonds remerciements au chef de l'État qui n'ont pas seulement appelé père de la nation camerounaise, mais père de l'Afrique. Ce sont des faits reconnus par le porte-parole des réfugiés au moment où ces populations reçoivent des denrées alimentaires et du matériel de couchage. Très satisfait par rapport aussi au geste que le président de la République nous a fait. Nous les réfugiés, nous les remercions beaucoup. Leurs souffrances telles que vous voyez, transportées ici deviennent les nôtres. C'est pourquoi nous n'aurons pas de mots pour dire merci au président de la République pour cet acte de cœur. L'occasion faisant le larron, le porte-parole des réfugiés a souhaité que l'État camerounais procède au rapatriement volontaire des Centrafricains qui le désirent ici à Kenzo. Des récompenses pour des responsables et personnels du ministère des Finances, ils ont été distingués ce vendredi à Yaoundé au cours d'une cérémonie présidée par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, en présence du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Oona. Des médailles d'honneur de travail, des lettres de félicitations et des lettres d'encouragement ont été attribuées. Plus de détails avec Franck Evina. Ils se sont démarqués dans leur poste de travail et de responsabilité. La hiérarchie reconnaît ces efforts qui ont fait la différence. C'est un sentiment de fierté pour les glorieux services rendus à la nation. Il y a la ponctualité, il y a la civilité, il y a l'ardeur au travail. Je remercie ma hiérarchie, je remercie Dieu pour cette marque de reconnaissance. Des qualités professionnelles à perpétuer et à copier. Louis-Paul Motazé, le ministre des Finances, félicite les responsables et personnels à l'honneur, des médailles d'honneur du travail pour les uns, des lettres de félicitations et d'encouragement pour les autres. Un sentiment de satisfaction que le travail que nous abattons, n'est-ce pas, que la hiérarchie a pu apprécier cela et ça nous encourage à travailler davantage, mieux pour donner plus de résultats. Du travail bien fait, reconnu en présence du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Oona. Offre en électricité dans les régions de l'Ouest, du Nord-Ouest et de l'Est, plus que 6 mois et les chantiers relatifs devront être livrés, tout en prenant en compte les doléances des populations, notamment celles relatives aux indemnisations. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie a tenu à préciser la nécessité qu'il y a à respecter les délais de mise à disposition. Lucrèce Mbenga. Sur le tracé de la ligne de transport d'électricité à Hala à Bomban, Konsamba Bafoussam, le courant est passé entre le ministre de l'Eau et de l'Énergie et les populations. Nous sommes satisfaits. Le ministre nous annonce le paiement prochain des indemnisations. Qu'est-ce que nous pouvons encore demander de plus? Il y a une commission pour ceux qui n'ont pas été recensés qui viendra sur place à partir de la semaine prochaine. Le fait que le ministre ait annoncé que l'arrondissement de Mfou aura enfin le courant. Et nous sommes très contents et nous disons que le projet peut recommencer. Le gouvernement a même consenti à modifier le tracé de la ligne Konsamba-Bafoussam pour préserver la forêt sacrée de Batunta. Nous pensons qu'il était de bon temps qu'on trouve des alternatives en évitant effectivement cette forêt sacrée, en évitant le palais, et le gouvernement a pris sur lui de prendre en charge ce financement supplémentaire qui est de 100 millions. L'enjeu ici étant d'accroître l'offre en électricité dans les régions de l'Est, de l'Ouest et du Nord-Ouest à condition de livrer le chantier à temps.
Tous ces projets sont urgents. Nous devons donc tout faire pour que d'ici la fin de l'année, que ces travaux-là s'achèvent. Sinon, il faudrait que le Cameroun mobilise d'autres lignes de financement, chose qui n'est pas très aisée dans le contexte actuel. Rappelons que c'est depuis 2019 seulement que ce projet a été mis en route de manière effective par le ministère de l'Eau et de l'Énergie. De bonnes nouvelles pour les populations de l'Est. Elles recevront de l'énergie hydroélectrique en quantité d'ici la fin de l'année grâce au réseau interconnecté Sud. Les assurances sont celles du directeur général de EDC, Electricity Development Corporation, le docteur Théodore Nsangou, qui vient de séjourner à Lompangar, est satisfait du niveau d'avancement des travaux de construction de l'usine de Pied qui pourra produire ses premiers mégawatts en mars 2022. Elvis Nguimaison de CRTV Est. C'est l'aspect génie civil qui mobilise actuellement toute l'énergie des ouvriers déployés sur le chantier de Lompangar. Les travaux de bétonnage sont accélérés. D'ici fin août, les conduites forcées qui viennent d'arriver seront déjà bétonnées à leur emplacement, ainsi qu'un certain nombre d'éléments de la bâche spirale. Centrale hydroélectrique en construction au pied du barrage réservoir de Lompangar devra produire 30 MW à partir de mars 2022. La visite guidée effectuée ce 8 juin 2021 par le docteur Théodore Nsangou, directeur général d'Electricity Development Corporation, suivi d'une réunion technique, lui a donné de booster le moral des troupes appelées à installer les conduites forcées nouvellement arrivées sur le chantier. Les travaux de construction de la ligne électrique de transport de l'énergie ainsi que du poste de transformation sont eux aussi bien avancé. Tous les pylônes de la ligne 90 kV Lompangar-Bertois sont tous fabriqués et testés et sont aussi dans le bateau. Ce qui veut dire que si nous revenons ici dans 2 mois, nous allons voir beaucoup de pylônes déjà montés. Avant son départ, le directeur général de EDC a tenu à rassurer les populations de l'Est. Elles recevront de l'énergie hydroélectrique en quantité d'ici la fin d'année grâce au réseau interconnecté Sud. Dans le secteur commerce, il n'y aura pas augmentation de prix de savon et des huiles végétales raffinées fabriquées localement. C'est l'essentiel à retenir d'un point de presse donné ce vendredi par l'Association des raffineurs du Cameroun. L'échange concernait aussi la qualité des produits et la disponibilité de l'huile de palme brute. Luc, bienvenue au Nana. Pas un sou de plus pour se procurer un morceau de savon de ménage ou de toilette, moins encore une bouteille d'huile végétale raffinée. L'annonce des raffineurs des oléagineux du Cameroun repose simplement sur un argument essentiel, la disponibilité de la matière première. Il n'y a aucune inquiétude. Les dispositions sont prises pour qu'il ne manque de rien jusqu'à la fin de l'année. Et je vous dis que les bateaux de l'huile de palme brute ont commencé à arriver. Autant, aucune augmentation des prix ne peut être envisagée dans ces conditions plutôt favorables, autant tout devrait baigner dans l'huile en matière de contrôle qualité des huiles végétales raffinées. Une préoccupation à la fois économique et sanitaire. Le laboratoire du centre technique est prêt. Donc aujourd'hui, on est en train de s'organiser pour aller le lancer très officiellement et nous soulager, nous qui sommes les consommateurs. Face à la presse, les industriels de la filière des oléagineux ont plaidé pour la facilitation du remboursement de la TVA, un reversement qui permettrait aux uns et aux autres d'essaimer par leurs produits dans tout le continent africain. Fin de formation de la QV 2021 des personnels de radio communautaire à l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel de la CRTV. Des journalistes, animateurs et techniciens de radio communautaire ont reçu ce jour leur parchemin de fin de formation au bout de 3 semaines, fruit d'un partenariat entre l'UNESCO et l'IFCPA de la CRTV. Joël Igor Abanda. Au total, 56 journalistes, animateurs et techniciens des radios communautaires du Cameroun et du Tchad achèvent ainsi 3 semaines de formation dans la gestion et l'organisation des radios communautaires. Une période au cours de laquelle ils ont reçu des connaissances techniques et organisationnelles pour gérer une radio communautaire. La formation était très enrichissante et nous remercions déjà tous les enseignants qui ont participé à notre formation. WhatsApp peut compter sur nous pour qu'on mette en application toutes ces connaissances pour que cela puisse servir à cette localité. Cette initiative est le fruit d'un partenariat de plus de 10 ans entre l'UNESCO et l'IFCPA de la CRTV. On est très content
par la réussite de cette série de formations, comme d'habitude d'ailleurs, et la formation et le renforcement de capacités des animateurs et des techniciens, pour nous, c'est une chose d'importance capitale pour assurer la durabilité des radios communautaires. On peut avoir des équipements sophistiqués, mais le capital humain, c'est le garant donc, de la bonne gestion et de la bonne utilisation de ces équipements. Le partenariat UNESCO-IFCPA-CERTV s'étend encore sur 5 années et ce séminaire de formation des radios communautaires va désormais s'ouvrir à d'autres pays de la sous-région d'Afrique centrale. France-Afrique, le rugby à 13, parlons-en. La discipline sera représentée au sommet France-Afrique à travers des matchs amicaux disputés en marge du sommet. Les responsables de l'association camerounaise de rugby ont échangé avec la presse pour expliquer la portée de la participation des équipes masculines et féminines à ces festivités. Le compte rendu, Esther Ayimboku. De beaux jours se profilent pour le rugby à 13 camerounais. Pour la première fois, un pays africain sera convié à participer aux activités dans le domaine liées au sommet France-Afrique. Dès le 21 octobre prochain, devant la presse, le directoire du rugby à 13 national a tenu à expliquer les enjeux et opportunités que leur offre cette occasion unique. Nous partons déjà de la coopération qui existe déjà entre bilatérale, qui existe déjà entre la France et le Cameroun. Ça permettra de renforcer cette coopération-là et les retombées au niveau sportif. Je crois qu'il y a beaucoup à dire, je crois, tout à l'heure, et même pouvoir décrocher des contrats avec des clubs. Donc nous sommes en train de travailler dans cette discipline, non seulement pour apporter notre savoir-faire dans la discipline, mais également pour permettre au Cameroun d'essayer ici à un certain niveau, au niveau africain et au niveau mondial. Le thème « Sport et diplomatie » a été le fil conducteur de l'échange avec les hommes de médias. Des partenaires tels que les représentants de l'équipe Shark Montpellier, les DS catalanes depuis la France ou même le manager général Carole Manga depuis l'Australie ont activement pris part à ces travaux. Les joueurs locaux, eux aussi, ont exprimé leur enthousiasme à participer à cette belle fête du rugby à 13 dans quelques mois afin de faire rayonner leur discipline et surtout la coopération entre la France et l'Afrique. Fin de ce journal, une édition. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.